Bonjour à toutes et à tous et merci tout d'abord pour cette invitation à participer avec Johan à cette journée d'études dans le cadre du projet ITAC. Vous ne manquerez pas de remarquer le format particulier de cette intervention puisque je suis actuellement physiquement à Bron pour un cours, mais je vous rejoins le plus vite possible pour la pause déjeuner. Alors je vais vous présenter tout d'abord le contexte de ma thèse et de cette présentation. Je m'appelle Maxime Entremont, je suis doctorant au laboratoire HELICO sous la direction de Julia Bonaccorsi. Cette thèse bénéficie d'un financement particulier puisqu'il s'agit d'une CIFRE, donc une convention industrielle de formation par la recherche, qui met en partenariat un laboratoire, le laboratoire HELICO, et une entreprise, le Musée des Confluences, qui constitue mon terrain de recherche. Ma recherche porte donc naturellement sur des objets d'études existants sur ce terrain de recherche, et plus précisément, elle porte sur le discours institutionnel porté par et sur la science au musée. Au musée, je suis intégré à l'équipe de médiation et ma recherche consiste donc aussi à participer à la conception des activités. Pour cette journée, apprendre et jouer dans les lieux culturels avec le numérique, j'ai choisi de vous présenter l'étude de cas d'un atelier de médiation particulier, l'atelier Octopus, qui est exploité au musée des Confluences, qui a itinéré et qui va continuer d'itinérer. Donc elle se base sur une méthodologie d'analyse sémiologique qui est développée par Émilie Flon, qui nous permet de postuler que la narration constitue un cadre interprétatif particulier dans cet atelier, un cadre dans lequel on va jouer le jeu de la médiation, pour reprendre mon titre, au sens du jeu d'acteur, tout en suivant une démarche hypothético-déductive qui constitue une acculturation à des méthodes scientifiques. Et comme nous allons le voir donc, l'atelier Octopus tire justement parti de ce jeu, de cette alternance entre la narration et le savoir scientifique, et ça impacte la situation de médiation, ça transforme une situation de médiation qui serait plus classique normalement. Donc le numérique à proprement parler dans cet atelier, il a plutôt vocation à permettre le déroulement de cette narration et le déclenchement d'effets scéniques comme l'allumage d'un gyrophare ou le déclenchement des audiovisuels de manière scénarisée. Alors avant de passer à l'étude de cas à proprement parler, je me propose pour commencer de définir brièvement le musée des Confluences pour comprendre qu'il s'agit d'un projet scientifique et culturel fort qui fait de ce musée un musée de discours avec un parti pris assumé. Et la première manifestation de ce parti pris assumé, c'est d'abord son architecture. Donc le musée des Confluences, c'est autant un projet de développement du territoire qu'une institution culturelle. Son architecture ostentatoire, elle marque le territoire par sa présence, elle contraste avec les édifices lyonnais qui environnent. Il en résulte que cet écrin, c'est le premier outil de communication du musée des Confluences. Et pour citer les termes de Joseph Moukarzel, le musée des Confluences, c'est autant un musée qui expose qu'un musée qui s'expose. Donc on va le voir, il expose selon un parti pris qui lui est propre et selon un positionnement d'institution dont son implantation géographique est un indice. Donc à la confluence du Rhône et de la Saône, mais aussi à la confluence des arts, des sciences et des sociétés. À la confluence des arts, des sciences et des sociétés. Pourquoi ? Eh bien justement parce que ce musée est avant tout un musée de discours sur l'homme. Donc on a une mise en discours de plusieurs disciplines autour de questions fondamentales sur l'homme et sur le fait humain, qu'on peut résumer donc en ces 4 questions qui correspondent aux 4 expositions permanentes. Donc d'où venons-nous pour l'exposition origine, où allons-nous pour l'exposition éternité, et qui sommes-nous pour l'exposition espèce. Et j'oubliais d'ailleurs, que faisons-nous pour l'exposition société. Les activités de médiation et les expositions du musée des Confluences se proposent donc de répondre à cette question, donc à ce parti pris d'institution, et entraînent 2 conséquences majeures. La première, c'est que les collections du musée sont mobilisées comme argument d'un discours scientifique, et pas uniquement pour leur valeur patrimoniale propre. On n'est pas devant des expositions d'objets, mais bien devant des expositions de discours, comme je le répète depuis tout à l'heure. La deuxième est que ces collections sont mises en rapport par ce discours qui les lie, indépendamment de leur épistémologie propre et de leur discipline de rattachement. Le postulat d'un tel projet, c'est que les différentes disciplines scientifiques, convoquées ensemble, mais pour leur singularité épistémologique propre, apportent une consistance et une richesse au discours institutionnel. Je vous présente ici 3 exemples, alors des exemples qui ne sont pas tirés au hasard puisqu'il s'agit des 3 créatures que l'on rencontre dans l'activité Octopus. 2 sont tirés de nos collections et sont rattachés à des disciplines scientifiques particulières. Donc on a la statuette de la sirène Sedna, qui serait plutôt convoquée au titre de sa valeur ethnologique, et puis le squelette du mosasaure qui, lui, serait plutôt convoqué au titre de sa valeur ostéologique. Mais bien sûr, au-delà de ça, dans les expositions, leur mise en discours est particulière,
La sirène Sedna est prise comme une forme de discours sur les origines et sur les mythes de constitution du monde, alors que le mosasaure, lui, est plutôt une origine du vivant, une origine qui serait une origine biologique de nos ancêtres qui ont disparu et de toutes ces espèces fossiles. Enfin, le calmar géant, qui lui est absent de nos collections, est convoqué dans l'atelier Octopus comme une figure de la culture populaire, comme un mythe de la culture populaire, mais mis en rapport avec sa véracité biologique en sciences de la vie, puisque le calmar géant est aussi une espèce qui existe et dont on a mis un certain temps à découvrir l'existence. Vous comprenez donc qu'en dépit de chacune des disciplines qui sont mobilisées par ces objets et de leur valeur patrimoniale propre, eh bien, ces objets sont convoqués au titre d'un discours. Donc, dans l'exposition Origine Sedna et le mosasaure sont coprésents et servent justement ce discours. Et c'est ce qui va se passer aussi avec l'activité Octopus. La différence, bien sûr, est que dans l'activité Octopus, la narration sera d'autant plus présente que le médiateur va animer cette narration et va donc faire suivre une histoire aux participants. Étant intégré à l'équipe de médiation culturelle du Musée des Confluences, ma vision va se porter plutôt sur la conception de ces activités. Et donc j'ai décidé de vous présenter en contexte les contraintes de conception qui accompagnent cette activité de création de sens. Je l'ai sous-titré Une rencontre des prétentions, car on va voir que il n'y a pas que l'influence finalement de l'institution elle-même, il y a aussi l'influence des acteurs du terrain, donc de mes collaborateurs, qui eux ont leur propre vision des choses, leur propre valeur, mais aussi la vision des prestataires extérieurs, qui ont une prétention eux aussi à définir l'activité muséale. Ils en ont une certaine représentation, et donc à définir cette activité muséale et au fond ce que doit être un musée. On comprend donc ainsi que dans une phase de conception, il y a systématiquement négociation du sens que l'on va inclure dans les activités et des modalités qu'on va mettre en place dans ces activités. Pour situer l'activité Octopus, vous pouvez voir ici la typologie des activités de médiation. Donc je parle bien sûr pour le service de médiation seulement et pour les activités uniquement qui intègrent du numérique. Je n'ai pas pris en compte celles qui n'intégraient pas de numérique puisque potentiellement c'est celles qu'on va juger peut-être moins innovantes ou en tout cas qui vont moins questionner des situations de médiation novatrices. Donc on va s'intéresser à Octopus qui constitue un archétype particulier d'activité au musée, à savoir un atelier qualifié d'immersif. Donc ces ateliers immersifs, ils correspondent déjà à un principe pédagogique, donc immerger le visiteur, mais aussi à un certain environnement technique. Donc on immerge le visiteur dans un espace clos durant 1h30 avec une quinzaine de participants maximum. Et ce sont des enfants. Pour Octopus, on notera qu'il y a un découpage entre deux tranches d'âge, 4-6 ans et 7-10 ans, comme c'est fait plutôt classiquement dans les activités de médiation quand on cible des publics suivant leur âge. Le caractère immersif de cet atelier, en fait, il est typique d'une muséologie de point de vue, qu'on retrouve également dans les expositions permanentes, comme on peut le voir ici avec l'exposition Espèces, la maille du vivant, dans laquelle le visiteur est littéralement immergé dans la maille. Donc la maille, elle est physiquement présente tout autour de lui, et il fait l'expérience d'en être un élément constitutif, au même titre que toutes les autres espèces animales qui sont présentes, naturalisées. Pour citer Florence Belen, le savoir est appréhendé comme un territoire, et son appréhension se fait par la matérialisation d'un monde de référence, dans lequel le visiteur en fait l'expérience sensible. Cette dimension de l'exposition immersive en fait bien sûr un dispositif persuasif. Le savoir scientifique qui est mis ici en territoire et appréhendé par le visiteur, c'est celui de la classification animale, la phylogénie, et plus particulièrement la phylogénie génétique, qui prend donc appui sur les gènes et l'expression des gènes des espèces pour pouvoir les classer. On a donc une scénographie qui nous rend égaux entre nous et les animaux, puisqu'on est traité, aux yeux de la science et de la biologie et de la phylogénie génétique, de la même manière. Dans le cas des ateliers, cette immersion se traduit par une découverte d'un univers en huis clos, dans lequel va se jouer la médiation. Donc l'atelier Octopus, par exemple, il prend place dans un container maritime mis en scène comme une base océanographique. Donc pour les participants, il s'agira de jouer le rôle d'explorateur des fonds marins et de découvrir 3 créatures des abysses. Donc c'est dans cet atelier que va se jouer la médiation, le container permettant ce huis clos dans lequel elle se déroule à la manière d'une pièce de théâtre
avec une unité de temps, de lieu et d'action. Pour reprendre ce que je disais au niveau des contraintes, on a vu donc qu'on avait un certain paradigme de l'immersion dans les activités de médiation. On a aussi une certaine injonction à faire dans les ateliers, puisque c'est la différence fondamentale qu'il y a avec les expositions, ou en tout cas suivant le canon des expositions, dans lequel on n'est pas forcément amené à faire quelque chose. Dans les ateliers, c'est presque une contrainte de conception. Et enfin, une culture technique et numérique environnante qui se pose comme une injonction à s'équiper de dispositifs numériques et à faire avec du numérique. Donc au final, la conception d'une activité de médiation, on peut la considérer comme une énonciation éditoriale, à savoir que tout ceci constitue une forme de ligne éditoriale pour la conception des activités, que chaque acteur va ancrer dans tout ceci ses propres représentations, ses propres valeurs, et qu'enfin, on va aboutir à la réception du visiteur et à une négociation du sens entre le visiteur qui va se faire sa représentation et sa réception du dispositif et toutes les valeurs et tous les enjeux qui ont été inclus dans le dispositif de médiation. Donc, ces multiples contraintes et points de vue, ces prescriptions et ces prétentions à définir l'activité, elles nécessitent une cohérence globale qui est unificatrice. Donc, on va voir comment la narration, justement, elle se place comme un opérateur d'intégration pour reprendre l'expression d'Émilie Flon dans son livre. Donc, la narration, elle se place comme une réponse à ces contraintes et elle constitue un cadre interprétatif apte à lier différents objets aux épistémologies diverses. Donc vous voyez ici une vue d'ensemble de l'atelier Octopus. On a à la fois des livres, des représentations fictives, des objets qui sont des objets de collection, d'autres qui sont des moulages, et puis on voit dans le hublot ici une partie de l'audiovisuel qui nous donne l'impression d'être immergé justement sous l'eau au travers de la narration et de son déroulement. Donc les participants sont invités à jouer le jeu de cette narration en suspendant leur incrédulité pour leur permettre l'immersion. Les objets qui sont présents dans le décor le sont au titre de leur ferment narratif et ils ne sont pas voués, dans un premier temps de découverte, à être questionnés dans leur valeur de vraisemblance, mais plutôt suivant l'imaginaire qui peut leur être associé, suivant la narration qu'ils vont pouvoir sous-tendre et finalement pour leur potentiel dans l'immersion et dans la participation à une activité dans laquelle on se retrouve comme étant un explorateur des fonds marins au sein d'une base océanographique pendant un temps donné. Et on a ainsi dans le décor une coprésence d'éléments divers. Donc là, on a côte à côte un rostre moulé sur votre droite, une authentique mâchoire de mosasaure sur la gauche et une représentation fictive calquée sur une norme esthétique de représentation scientifique d'une sirène. Donc il en résulte une ambiguïté complète quant à la nature de ces objets que la médiation se propose de lever par la suite par l'intervention du médiateur qui vient rythmer l'atelier entre narration et pédagogie. Et donc on aura des éléments narratifs qui vont venir cadrer l'expérience et capter l'attention aussi des participants, puis des phases pédagogiques qui vont venir d'une certaine manière repatrimonialiser, redécouvrir l'épistémologie propre de ces objets. Dans la création de cet espace fictif et de cette narration, le souci de scientificité est tangible, par exemple dans le choix esthétique des audiovisuels qui se rapprochent de l'illustration. Il faut savoir qu'à la conception, le photoréalisme a volontairement été écarté au profit d'une esthétique qui rend intelligible le cadre interprétatif fictif justement, et qui permet notamment de rencontrer le mosasaure, qui est pourtant une espèce disparue. Donc cette représentation, elle permet de rejouer la découverte de la trouvaille scientifique de l'espèce, si vous voulez, qui sera ensuite repatrimonialisée par l'activité proprement pédagogique de médiation. Donc on a ici justement une marque éditoriale de l'expression du concepteur dans le dispositif. Par ce choix, il indique finalement dans la négociation du sens aux participants que tout ceci est une histoire, que tout ceci est une fiction, par le décalage que crée cette esthétique particulière avec le réel. Donc cette alternance justement entre narration et pédagogie, elle implique de la part du narrateur une posture particulière puisque elle implique que lui aussi va jouer le jeu de la situation. En tant que capitaine de la base océanographique, ou en tout cas comme quelqu'un ayant une connaissance de son fonctionnement, car on suppose justement que celle-ci a été abandonnée et qu'on la redécouvre au moment où les participants rentrent dans cette base océanographique, le médiateur doit aussi donc lui faire comme s'il redécouvrait cette base. Eh bien, ce médiateur, au moment de ces phases de narration, va interpeller les participants à propos de l'audiovisuel. Donc il va
pointer du doigt les audiovisuels et les interpeller. Avez-vous vu ceci? Qu'est-ce que c'était? Que vient-il de se passer? Etc. Et il va actionner les différents effets scéniques, comme le gyrophare ou le déclenchement de la prochaine phase de l'audiovisuel, pour rythmer cette narration. Donc à chaque fois qu'il y a une alternance entre phase narrative et phase pédagogique, cela correspond finalement à la rencontre avec une créature et à la repatrimonialisation de celle-ci, à la redécouverte scientifique de celle-ci. Donc chaque rencontre correspond à une créature et il s'ensuit une activité d'étude de celle-ci pour tenter de l'identifier et de la définir selon 3 dimensions distinctes. Donc l'observatoire pour décrire l'environnement de la créature, sa localité, sa datation, l'écosystème marin qui l'entourait. Le studio média qui appréhende plutôt le sujet par ses caractéristiques cinétiques, sonores, ses représentations, etc., toutes les archives qu'il peut y avoir dessus. Et enfin le laboratoire d'analyse qui propose là une activité d'anatomie comparée pour déterminer le spécimen et pour le comparer avec des représentations qui sont souvent des dessins naturalistes, etc. Donc les conclusions de ces activités sont recueillies dans un livret, comme vous le voyez dans la photographie du dessous, qui fait office de carnet de bord de l'activité de médiation et qui constitue finalement ce qui se fait en science, à savoir réédifier cette connaissance sous forme de savoir, la refixer sur un support, la figer finalement dans le temps. Donc enfin, pour conclure, on voit que le scénario de l'atelier tel qu'il est proposé, il correspond à une hybridation d'un schéma narratif classique, donc avec une situation initiale, un élément perturbateur, la rencontre avec la créature, des micro-péripéties qui ici seraient en fin de compte toutes les petites activités que l'on a à faire pour déterminer ces créatures, et enfin l'élément de résolution, donc la conclusion avec le médiateur, le constat que c'est telle ou telle espèce, et sa repatrimonialisation. Et donc cette démarche hypothético-déductive, donc observation, problématisation, hypothèse, vérification, expérimentation et conclusion, fonde cette acculturation scientifique à une démarche, à proprement parler, de description de ces espèces selon le mode de la science de la vie. Donc il en résulte que le sujet de l'atelier n'est pas tant les créatures marines elles-mêmes ou l'histoire de la base océanographique, mais plutôt la démarche scientifique de travail en sciences de la vie et le mode de patrimonialisation de ces espèces. Les enfants usent de méthodes scientifiques de comparaison et d'observation pour lever l'ambiguïté sémantique des objets du décor. La conclusion qui clôture chaque rencontre redéfinit la nature des objets du décor justement et fonctionne à l'image d'une morale, qui éclaire par sa compréhension l'intégralité de l'expérience qui vient d'être vécue. Donc les expos qui sont sur les murs, ils en deviennent familiers par la proximité vécue avec les créatures médiatiques qu'on a rencontrées et surtout avec le savoir scientifique qui l'accompagne et dont on a érigé finalement le statut.